beaucoup. Ravi d'être avec vous tous aujourd'hui et de partager cette scène avec Lucille qui a une expérience formidable à nous partager sur la formation et comment elle a pu intégrer l'IA en formation au sein de la ISNCF. Juste avant de commencer, j'aimerais juste qu'on se... Et je suis désolé pour ceux qui ont déjà tous entendu ça, mais j'aime toujours le redire. L'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, en mois de janvier, elle est encore différente de celle qu'on parlait l'année dernière au Learning Technologies, mais on en parlait déjà, donc le concept n'est pas nouveau. Mais on voit que le cycle continue. Un cycle qui est quasi identique, même si un peu plus rapide, au cycle qu'on a quand les smartphones sont arrivés il y a quelques années. C'était un gadget pour certains, un outil de travail un peu pour d'autres. Parfois un outil réservé à quelques initiés, mais au final, c'est un outil qui a profondément transformé la façon dont on travaille aujourd'hui et on ne pourrait pas s'en passer. Le même parallèle, on peut le faire avec Internet quand c'est arrivé. Voilà, des technologies qui transforment profondément la façon dont on travaille et on voit qu'avec l'IA, on n'échappe pas à ce même effet, à ce même cycle, d'où l'importance de prendre en profondeur le sujet et de former l'ensemble de nos collaborateurs à utiliser cette partie-là. Et quand je dis former, ce n'est pas forcément simplement leur transmettre juste comment utiliser l'outil ou un savoir assez théorique. Là, c'est vraiment comment on doit repenser la façon dont on travaille, dont on raisonne avec maintenant ces IA génératives. Et c'est tout le sujet qu'on va essayer de parler avec vous aujourd'hui. Pour démarrer, un chiffre à avoir en tête, un chiffre qui est issu du dernier baromètre de Magellan Partners. 67% des gens qui étaient interrogés dans ce baromètre déclarent utiliser l'IA générative à titre personnel, mais non à titre professionnel. Ça peut paraître un peu bizarre. En fait, qu'est-ce que ce chiffre cache derrière? On a un effet de shadow IT sur l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui, avec une adoption très forte de l'usage des IA génératives, mais une déclaration à est-ce que vous utilisez ChatGPT pour faire telle et telle chose ou d'autres algorithmes qui reste assez faible. Donc les gens l'utilisent, mais ne le disent pas beaucoup pour diverses raisons qu'on peut s'imaginer. Il y a toujours ce paradigme un peu de est-ce que utiliser ChatGPT c'est tricher sur différentes choses. C'est invite à réfléchir. Personnellement, je pense que non. C'est juste un nouvel outil qui nous permet de faire des choses différentes et de s'évoluer en tant qu'individu dans notre métier. Mais en tout cas, un effet et un phénomène qui est toujours en cours. D'où, encore une fois, le lien avec la formation. Comment acculturer, comment démystifier un peu certaines choses autour de l'intelligence artificielle, notamment sur la partie de la collecte de la donnée, etc. Donc, c'est des choses qui sont ultra stratégiques, en tout cas pour nos organisations et vos organisations aujourd'hui, afin de suivre des tendances aussi et de répondre à des projets stratégiques d'entreprise autour de la transformation. Qu'est-ce que ça change, j'enchaîne un petit peu là-dessus, qu'est-ce que ça change un peu l'impact de l'IA sur les modes d'apprentissage? 3 choses à avoir en tête. D'abord, un changement majeur sur l'impact un peu cognitif et le mode d'apprentissage. Finalement, l'IA nous donne un accès instantané au savoir, vraiment dans une instantanéité, ce qui nous invite à repenser un peu la capacité et le besoin de mémoriser certaines choses. Et donc, sur l'impact cognitif, il est assez fort sur cette partie-là. Et puis donc la capacité de mémoriser les choses est de moins en moins, on va dire, sollicitée. Par contre, la capacité à avoir un esprit critique sur les choses et à expliquer un petit peu ce que ces IA génératives sont capables de nous donner, c'est une nouvelle compétence, par contre, dans l'apprentissage qu'on doit avoir en tête. Le deuxième impact sur les modes d'apprentissage, on va dire, c'est la partie interaction, personnalisation de l'apprentissage. Déjà, on observe, et c'est vrai que ça nous ouvre le champ de tous les possibles sur cette partie-là, une ultra-personnalisation de la formation grâce à ces IA. Et donc, finalement, une IA qui devient un facilitateur avec des algorithmes qui sont assez poussés, qui s'adaptent en fonction du niveau, des préférences de chacun, etc. Et puis, un format aussi qui change. Attends.
sais pas si vous avez tous vu des nouveaux outils qui sont en train de se créer autour des formats immersifs. Échanger les micros. Sinon, je rééchangerai après du coup, sinon on va pas t'entendre. Mais de nouveaux formats donc immersifs, conversationnels avec donc des IA qui sont en train d'émerger et donc qui encore une fois facilitent encore plus la partie et la capacité à analyser de la data de formation en live et de produire du feedback. Les IA sont vraiment aujourd'hui fortes sur la capacité de donner du feedback instantané aux apprenants et donc encore une fois une boucle et un cycle de formation qui est de plus en plus court. Le troisième impact, il est pour vos métiers d'ingénieur pédagogique, de responsable formation ou autre, ou de formateur, où là encore une transformation sur le rôle du formateur, une évolution. On peut se poser la question finalement du rôle du formateur en tant que transmetteur de savoir, si le savoir est maintenant généré et plus accessible en instantané via l'intelligence artificielle, mais plutôt un rôle de formateur qui évolue vers un rôle de facilitateur, de menteur auprès des apprenants et donc de nouvelles compétences aussi nécessaires sur cette partie-là. Et je finirai un peu là-dessus, les compétences en tant qu'employés évoluent fortement et sont fortement impactées avec l'intégration de ces nouvelles initiatives. Là où avant les compétences technologiques évidemment restaient fortes et les compétences on va dire métiers étaient très demandées, l'automatisation que procure l'IA sur énormément de tâches fait émerger de nouvelles compétences qui sont ultra importantes comme l'esprit critique, la capacité d'analyse, la capacité d'améliorer les relations sociales entre les individus. C'est des choses qui deviennent évidemment de plus en plus fortes et vous avez forcément pu entendre ces choses-là sur le salon cette semaine. Je ne vais pas détailler cette partie-là. Mais en tout cas, voilà, en guise d'introduction, un peu sur ce phénomène IA qu'on observe et comment ça nous transforme. Et pour en parler, Lucille, je te laisse nous parler de ton projet à ISNCF. Oui, tout à fait, merci. Alors, ISNCF, je vais vous en parler un petit peu. SNCF, un peu moins. Je ne suis pas là pour vous présenter l'entreprise. En général, tout le monde connaît. Je vais quand même préciser que la SNCF est, depuis 2020, séparée en plusieurs sociétés anonymes, et en particulier la société anonyme de tête, la holding, SNCF, qui est en charge de la stratégie, en charge de mettre en place la stratégie du groupe, qui est ensuite déclinée. Vous m'entendez ? Oui. Et donc, en ce qui concerne le numérique, c'est pareil. La SNCF met en œuvre la stratégie, est en charge de définir la stratégie numérique du groupe, qui est ensuite mise en œuvre dans tout le groupe. Donc, moi, je fais partie d'une entité qui s'appelle ISNCF Solutions, donc qui appartient à la SA Holding et qui, en collaboration avec donc, une autre principale entité en charge du numérique, qui est la Direction Numérique Group, on a lancé un grand projet visant à acculturer les agents à cette nouvelle technologie, l'IA générative, qui a été quelque chose de nouveau forcément pour le monde entier, donc pour toutes les entreprises. Donc comment faire pour acculturer une entreprise comme la nôtre ? Alors tout d'abord, la première chose, on a quand même besoin d'une prise de conscience justement des équipes en charge de mettre en place la stratégie numérique. C'est la première étape qui est évidemment l'étape clé, et en particulier la Direction Numérique Group, chez nous, a lancé cette première réflexion qui a cru en fait en l'intelligence artificielle générative. On a vraiment cru qu'il fallait y aller. Donc par rapport à ça, en fait l'enjeu c'était donc bien sûr de définir la stratégie, mais ensuite de pouvoir acculturer un maximum d'agents et de dirigeants sur le terrain. Donc première étape, ça a été vraiment ça a été déjà une prise de conscience et ensuite une stratégie pour savoir comment mettre en œuvre, porter la connaissance au plus proche du terrain. Ce qui n'est pas évident avec forcément une entreprise dont les métiers sont très très nombreux, très très divers et qui du coup n'a pas forcément conscience, n'imagine pas forcément ce que l'IA, en particulier l'IA générative, peut apporter. Donc, à côté de ça, la SNCF a déployé son propre outil, donc son propre GPT SNCF, donc l'équivalent du chat GPT, mais interne, qui présente vraiment l'énorme avantage de pouvoir saisir dedans des données internes SNCF, voire données stratégiques, puisque c'est justement des informations qu'on ne risque pas de retrouver sur Internet. Et c'est vraiment, bien sûr, la valeur ajoutée, on en reparlera.
Donc, on avait, je précise aussi qu'on s'appuyait sur une entité qui s'appelle les 574. Donc ce chiffre vous dit peut-être quelque chose. Ça correspond au record du monde sur rail, donc 574,8 km/h, donc record qui a été réalisé par un TGV, et donc qui est aussi le nom de nos entités en charge de développer le numérique en territoire. C'est vraiment un accélérateur de projets numériques, et en particulier, grâce à des référents vraiment présents sur tout le territoire, on a pu lancer différents événements en local avec, par exemple, des participations à des comités de direction, des conférences, des forums, pour présenter ce que c'était que l'IA générative, aussi bien en ce qui concerne la génération de textes, d'images, etc. Et c'est déjà, ça a été une première étape. C'est vraiment cette prise de conscience avec du coup des entités qui ont pu, enfin des dirigeants et également des collaborateurs à tout niveau, qui ont commencé à s'approprier cet outil et à imaginer ce qu'ils pouvaient en faire dans leurs propres activités. Ensuite, on a bien sûr comme étape supplémentaire d'aller plus loin. L'acculturation ne suffit pas. On a besoin ensuite de former réellement les agents. On a besoin d'ancrer la montée en compétences. Et donc pour ça, nous avons développé une offre de formation adaptée aux besoins. Alors concrètement, on peut comparer ça aux 3 étages de notre fusée. Ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc on a tout d'abord besoin d'acculturer l'ensemble des agents et l'ensemble des dirigeants, vraiment l'ensemble des populations SNCF à l'IA générative. C'est vraiment la première étape. Autre chose intéressante qu'on a mis en place, c'est une offre de formation modulaire. C'est-à-dire plutôt que proposer vraiment quelque chose qui peut sembler inaccessible aux agents, c'est de leur proposer des petits modules de formation. Donc, en l'occurrence, nous avons développé 3 modules de formation en e-learning d'1 heure chacun, permettant progressivement de leur expliquer ce que c'était que l'IA, de leur expliquer comment prompter et de les mettre en garde contre les dangers de l'IA, en termes de sécurité et d'éthique principalement. Et, troisième étape, c'est bien sûr de pouvoir rendre la formation personnalisée, adaptée aux besoins de chacun. J'ai dit qu'on était en train de mettre en place une offre GPT SNCF. Vous imaginez bien qu'on a aussi besoin de formations bien plus poussées que ça pour les experts qui vont mettre en œuvre les systèmes. Donc voilà, c'est vraiment le troisième point, c'est un perfectionnement pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et avec des modalités un peu différentes sur ce 3e étage, là où l'acculturation et la partie offre de formation modulaire étaient, il me semble, 100% en ligne, avec un peu d'animation sur le côté, mais 100% en ligne. La partie perfectionnement, si tu veux détailler un petit peu la partie atelier, workshop sur les usages concrets dans le métier, dans le quotidien des personnes. Je pense que c'est important dans cet aspect formation de sortir un peu de la partie théorique et d'aller directement sur comment ces IA génératives influencent au quotidien le métier des personnes, des collaborateurs dans l'organisation, avec des cas assez concrets. Et c'est ce que vous avez fait également. Alors évidemment, la difficulté étant de le faire à grande échelle, mais c'est aussi une démarche de ce 3e étage. On a effectivement déployé des ateliers avec des cas d'usage concrets, où les apprenants arrivent en atelier avec leurs cas d'usage, les cas d'usage qu'ils souhaitent développer en formation. Bien sûr, on les cadre et on leur donne également des clés et des idées de cas d'usage qui peuvent être vraiment intéressants pour eux. Mais concrètement, ils arrivent vraiment avec leur cas d'usage métier. Et c'est ça qui rend encore plus vivant la formation et encore plus concret. Et donc, en retour d'expérience, à ton sens, les leviers assez clés pour passer à l'action sur ces formations, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, alors j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais pour récapituler un petit peu, ce qui est important, c'est d'avoir des acteurs qui soient référents sur le sujet de l'intelligence artificielle générative. Pour nous, ils étaient maillés sur l'ensemble du territoire, ce qui était une grande force. Pouvoir s'appuyer en tout cas sur un certain nombre d'interlocuteurs qui seront des ambassadeurs du sujet. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une formation accessible à tous, c'est-à-dire il faut qu'on reste dans la simplicité, il faut que, quel que soit le niveau de départ des collaborateurs, ils puissent se reconnaître dans les modules. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de tout de suite trop compliqué, il faut qu'on arrive vraiment à s'adapter au niveau de chacun. C'est la deuxième clé. En troisième clé, je dirais qu'on a aussi besoin bien sûr, de personnaliser les contenus. Certains ont besoin d'aller plus loin. Et également, il faut qu'on puisse varier les modes d'apprentissage. Pour certains, le e-learning est très adapté. Pour d'autres, c'est adapté, mais ils auront envie de réaliser un atelier en complément pour vraiment manipuler, pour se rassurer également.
voilà, on a plusieurs façons d'apprentissage selon les personnes. Il faut bien sûr, pour tout ça, un sponsoring fort de nos dirigeants. En général, dans les équipes, dans des grosses structures comme la SNCF, c'est vrai dans plein d'entreprises, on a besoin vraiment que les objectifs viennent d'en haut et qu'on ait vraiment des moyens qui soient mis sur des sujets comme ça, parce que c'est du temps, c'est un vrai investissement. Et puis, enfin, il faut bien sûr des experts qui soient toujours au niveau, qui mettent à jour leurs connaissances sur un sujet comme celui-ci qui évolue, je dirais quasiment tous les jours. Tous les jours, on apprend qu'on a la Chine qui a mis en œuvre un nouveau système ou autre, etc. Il faut bien sûr que les formateurs adaptent leur discours en fonction de l'actualité. Et donc, voilà, ça c'est un exemple. Et puis, bien sûr, il faut globalement, que les experts aident à construire les modules les plus pertinents possibles. Et alors, avec quelques mois de lancement de ce dispositif, comment est-ce que tu mesures et quel enseignement finalement vous en tirez sur ce premier Et déjà, peut-être la question, c'est comment est-ce que tu la performance. Alors, pour l'instant, on ne peut pas complètement mesurer la performance du dispositif. Ce qui est difficile, c'est de réussir à mesurer l'efficience de l'IA générative et le gain en termes de performance. Aujourd'hui, les premiers retours qu'on a des collaborateurs qui participent aux ateliers, c'est que pour eux, c'est un investissement. Ils ont l'impression de passer pour l'instant autant, voire un peu plus de temps à utiliser l'IA, mais c'est vraiment temporaire. C'est parce qu'il faut qu'ils s'approprient l'IA et puis il faut aussi que les systèmes montent en qualité. Pour autant, le bilan à date est très positif puisqu'on a déjà 15 000 collaborateurs qui ont participé aux ateliers de sensibilisation et d'acculturation et plus de 2500 qui se sont formés, qui ont été faire les 3 modules en e-learning d'1 heure d'acculturation. Et aujourd'hui, par exemple, on a lancé des ateliers donc, de prise en main qui montent en compétences sur la maîtrise du prompt et on a déjà eu 80 personnes qui sont passées en formation sur le mois de janvier, sachant que c'est des ateliers qui sont tout nouveaux. Et sachant qu'on n'a pas encore eu beaucoup de formateurs capables de réaliser ce genre d'atelier. Donc c'est vraiment énorme par rapport à une activité qui vient finalement en plus des activités du quotidien pour ces formateurs-là. Donc c'est très positif. Et on est dans une dynamique de formation, je rappelle, qui est non obligatoire. Tout à fait. Oui. Vraiment sur le bien vouloir. Oui. Merci beaucoup, Lucile. Pour aller, et on peut se poser la question, comment aller encore plus loin après ces dispositifs et quels pourraient être les enseignements et les pièges un peu à éviter, quelques points de vigilance à garder en tête. Tu l'as dit, la personnalisation, et en plus l'IA le permet aujourd'hui d'elle-même. La personnalisation et l'hyperpersonnalisation nous permet de garder un engagement fort des apprenants et de s'adapter à tous les modes d'apprentissage. Et donc c'est quelque chose à garder en tête. On le mentionne aussi ici rapidement, mais l'éthique dans l'usage de ces IA et l'éthique permet aussi, sur certaines personnes, de démystifier un peu les mauvais usages et la mauvaise réputation que pourrait avoir l'IA sur certaines choses, notamment en termes de souveraineté de données et de localisation de la donnée et autres. Donc, considérer aussi la partie éthique de l'IA comme un élément fort de la formation. Toujours travailler sur la sécurité et la transparence, qui va un peu de pair pour moi avec l'éthique. Et puis, limiter au maximum les biais dans l'usage de ces IA. C'est un peu les risques ici qu'on voit et les points de vigilance à garder en tête dans ces usages. Pourquoi encore plus loin sur l'IA, on voit différentes choses qui se mettent en place. Et notamment, si vous avez entendu parler de l'IA Act. Deux secondes. Un expert. Parle. Je l'ai bien. Me voilà mobile. Vas-y. C'est bon. Ouais. Me voilà mobile. Ça y est. Alors, merci beaucoup. Oula. Oh, attends. C'est bon. Je parle directement comme ça. Je vais garder. On va faire un petit échange. Ah oui, c'est mieux. On va faire un petit échange. Oui, je parlais juste pour aller plus loin et en guise de conclusion aujourd'hui, l'IA Act qui est en cours de sortie et qui se démocratise de plus en plus. La formation à l'IA Act aussi est importante, notamment pour encadrer toutes ces choses autour de l'éthique, de la sécurité, de la transparence et aussi pour vous en tant qu'entreprise sur les usages de l'IA. On doit, dans l'IA Act, un exemple, mais on va devoir reporter sur
la quantité d'énergie que nos IA qu'on utilise au sein de l'entreprise consomment chaque année. C'est juste un point de l'IA Act, mais il va y en avoir d'autres aussi. Mais en tout cas, à avoir en tête parce que c'est des choses qui vont devenir très importantes de la même manière que RGPD l'a été pour la transparence et le stockage des données. Et donc, l'important d'avoir une offre de formation qui continue de se développer. Je pense que vous êtes déjà en train de travailler sur plus d'ateliers, plus de contenu, etc. pour aller tacler de plus en plus de sujets et des parcours qui sont spécifiques sur cette partie-là. Chez Edflex, on a lancé l'IA Academy qui permet justement de répondre à tous ces éléments. Donc n'hésitez pas à scanner si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau produit que l'on lance avec un catalogue complet de formation, de micro-modules autour de l'IA et des parcours certifiants également qui permettront de valider de la bonne acquisition de ces compétences. Tout ça disponible à travers ce portail. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On vous laisse cette petite checklist qui résume tout ce que Lucille a pu vous partager aujourd'hui. Et on est disponible ensemble pour répondre à questions si vous en avez et discuter ensemble sur le stand après la conférence avec Lucille si vous voulez discuter plus en profondeur de certaines choses. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Raphaël et Lucille, merci beaucoup. Vraiment merci pour la qualité de votre intervention. Ce que je retiens et je pense que ce qui est assez clé, c'est qu'il n'y a pas de stratégie isolée, c'est-à-dire que vous avez vraiment combiné différentes pièces de manière à atteindre ce qui peut être de l'efficience, en tout cas pour l'instant sur les premières mesures. Et je pense que c'est important en effet d'intégrer tous les acteurs d'un écosystème si on veut que quelque chose réussisse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question là-bas. Le micro qui fonctionne. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui fonctionne. Alors celui qui fonctionne moins, je peux le dire. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler du temps que vous avez mis à créer le chat SNCF et de tout ce que ça implique? Et est-ce que c'est cet outil qui est utilisé par les formateurs pour créer les modules? Alors, donc là, on est sur un projet vraiment de longue haleine. Je n'ai pas les chiffres exacts parce que ce n'est pas mon entité qui s'en occupe, c'est donc une autre entité de l'entreprise. Mais il faut savoir qu'on a testé plusieurs modèles, plusieurs types d'IA. On est d'ailleurs toujours en expérimentation sur plusieurs natures d'IA. Et on développe également d'autres produits pour des métiers SNCF, pour des demandes internes en fait, des métiers SNCF. Donc on est vraiment sur l'échelle de plusieurs mois avec plusieurs expérimentations en parallèle. Et après, pour produire les modules, on a Julie qui en a créé elle-même. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Bon. Vas-y, montre ça. Oui. On applaudit Julie. Pour la création de modules, non, on n'a pas du tout utilisé le GPT interne SNCF. Ce qu'on a voulu faire, c'est les cas d'usage qu'on a créés, ce sont des cas d'usage qu'on peut utiliser sur n'importe quelle plateforme, n'importe quelle LLM. Donc, ne sachant pas encore quand le GPT SNCF n'étant pas ouvert à tout le monde dès le départ et ne sachant pas s'il allait être ouvert tout de suite, on a préféré faire des cas d'usage, on va dire, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'on peut utiliser, nous, au sein de notre entreprise, mais du coup, on les a créés avec le chat GPT normal. Pour compléter, en fait, donc notre rôle, c'est de travailler sur la formation numérique, donc formation socle pour l'ensemble des agents. Et après, chaque entité de SNCF est en charge d'aller plus loin en fonction des besoins vraiment métiers adaptés à leur contexte. Donc on est vraiment là pour produire des formations socles et puis après aller plus loin pour nos agents du numérique. On a le temps. Merci pour la qualité de votre intervention. J'avais une question par rapport aux ateliers dont vous avez parlé. Vous avez évoqué des formateurs peut-être internes. J'aimerais bien qu'on puisse approfondir ce sujet. Comment vous les avez formés? Combien de temps dure un atelier? Qu'est-ce qu'ils y font en plus de cette offre distancielle que vous avez mise en place? Alors, je suis également formatrice, j'en profite pour préciser. Alors, effectivement, c'est un enjeu de former des formateurs parce qu'on a à la fois besoin de qualité pédagogique et également d'une forte appétence technique, et notamment sur ce sujet-là qui évolue en permanence. Effectivement, c'est un enjeu. Et aujourd'hui, je peux pas vous dire qu'on en est formé beaucoup parce que c'est justement compliqué.
Donc on a vraiment une poignée de personnes référentes sur qui on peut compter aujourd'hui. Cependant, certains sont très intéressés pour devenir animateurs occasionnels. Donc il y a vraiment il y a du potentiel, mais c'est pas encore quelque chose de très très simple parce que beaucoup en fait, ont peur de se retrouver avec un syndrome de l'imposteur et se retrouver avec des questions en atelier sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et c'est normal, on est sur un domaine tellement nouveau que ce serait bien prétentieux de dire qu'on maîtrise tout. Voilà, et donc, Julie, en tant que formatrice, est-ce que tu veux compléter ? Alors, les ateliers qu'on a mis en place pour l'instant sont des ateliers de 3h30. On nous a demandé de les créer au départ pour une typologie au sein de l'entreprise. Donc, ce sont essentiellement les cadres sup, les cadres dirigeants et les managers. Donc, en fait, les cas d'usage qu'on a créés, c'est pour cette typologie-là. Et ce qu'on fait en atelier, c'est essentiellement essayer de s'adapter. Enfin, on a créé des cas d'usage, on va dire dit lambda, et essayer de s'adapter en fait aux besoins de chacun. Et étant formateur, on essaye de rebondir sur ce qu'on nous donne en formation pour pouvoir justement les accompagner et répondre au mieux à ce qu'ils ont besoin dans leur quotidien eux.